Bonjour à tous et à toutes. Je suis, je suis également très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce lycée pour la première fois. Est-ce que vous m'entendez bien? Je voulais d'abord remercier vos copains techniciens qui ont installé, qui s'occupent du son, qui s'occupent de filmer. Et vraiment, on doit les encourager parce que c'est vraiment très très bien. Je suis ravi et je voulais les saluer tous. Merci beaucoup. Alors, oui, vous pouvez les applaudir. Alors donc, je m'appelle Jean-François Bernardini, je ne suis pas professeur, je, je n'habite pas dans votre région, j'habite en Corse, mais mon métier fait que je dois souvent me déplacer parce que je suis musicien, je suis auteur, compositeur et je chante dans un groupe qui s'appelle I Mouvrini, ça veut dire les petits mouflons en Corse, et qui voyage dans beaucoup de pays du monde. Et j'ai une joie immense de faire ça avec des copains musiciens. Et si vous regardez un jour sur YouTube, vous tapez Mouvrini, vous allez voir, vous découvrirez la musique que nous faisons. Mais aujourd'hui, je suis venu pour une toute autre raison. On vous a dit que vous alliez assister à une conférence. Moi, quand j'étais comme vous, je vous jure, je détestais le mot conférence. Parce que pour moi, dans ma tête, ça voulait dire c'est ennuyeux, il y a quelqu'un qui parle, il faut écouter, tout ça. Mais je prends le pari avec vous. Vous croyez être venu assister à un moment ennuyeux, et je prends le pari, ça va être tout autre chose. On va faire un petit voyage au pays de la non-violence. C'est un pays dont on ne nous parle jamais. Il y a même des gens qui disent ouais, ça c'est un pays pour les mauviettes, un truc. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a visité le pays du Père Noël, lui. Enfin, il n'est pas sur terre, il n'a pas les pieds sur terre, lui. Ben, vous allez voir. Ce matin, cet après-midi, moi ici, je ne suis pas venu vous gaver avec des grands principes, faire une leçon de morale. Ici, vous êtes tous des grands et des grandes. On n'est pas à la maternelle ici, d'accord? Je ne suis pas non plus venu comme quelqu'un qui sait tout parce que personne ne sait tout. Vos professeurs, vos parents ont dû sans doute déjà vous dire qu'eux non plus ne savent pas tout. On est tous des petits chercheurs. On cherche. Et tous les jours, on va à l'école, quoi. Moi, quand on me demande ce que je fais, je dis, je suis à l'école tous les jours. Et aujourd'hui, avec vous, je suis sûr que je vais apprendre beaucoup de choses. Je ne suis pas venu faire une leçon parce que personne n'est noté ici. C'est quand même bien. Personne n'est jugé. Mais d'abord, nous faire prendre conscience de deux choses qui sont très importantes et qu'on apprend à l'école et dans la vie de tous les jours. La première, c'est l'envie, la curiosité, l'envie. Dans le mot envie, il y a le mot vie. Je vous jure, si vous sortez du lycée, vous avez appris l'envie, la curiosité, le bonheur de savoir, c'est fantastique. C'est la meilleure vitamine qui existe au monde. Et ça ne s'arrête jamais. Vous êtes à l'école tous les jours, vous découvrez des choses, vous dites, ah tiens, c'est génial, je ne connaissais pas, j'ai envie d'apprendre, c'est fabuleux. La deuxième chose qu'on vient apprendre ici, c'est la confiance en soi. J'ai confiance en moi. Je suis capable. Vous voyez, quand j'étais comme vous, moi, j'étais très timide. Jamais j'aurais pensé être capable de monter sur une petite estrade comme ça et parler devant 10 personnes. J'étais admiratif des gens qui le faisaient. Mes professeurs, des comédiens, quand j'allais au spectacle, je disais pas comment ils font, quoi. Faut être fort pour faire ça. Aujourd'hui, je viens, je monte, c'est mon métier d'aller sur scène, je peux chanter devant 1000, 5000 ou 10 000 personnes. Je ne dis pas que c'est facile, c'est devenu possible pour moi. Ce qui veut dire que quel que soit le domaine que vous allez choisir demain, si vraiment vous y croyez, vous vous donnez les moyens, tout est possible pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Tout est possible. Tous les rêves sont réalisables. Ça demande, c'est exigeant, mais tout est possible. Je suis venu pour vous, vous êtes venu pour moi, je vous en remercie. Je voulais vous dire, ça fait peut-être 450 fois que je fais ça. Dans des collèges, dans des lycées, dans des prisons. Tout à l'heure, je vous en parlerai un peu. Vous allez voir. Je voulais vous dire que pour faire ce travail-là, personne ne me paye. Je ne suis payé par personne. C'est moi-même, c'est Oumani, une petite ONG qui dit il faut qu'on fasse ça, c'est important. J'ai rien à vous vendre, c'est même pas mon métier de faire ça. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'on s'écoute, qu'on partage. Et pourtant, vous voyez, j'ai un bonheur immense à le faire. Je suis tellement heureux d'être là. Jamais j'ai annulé une conférence. Parce que je suis tellement heureux de faire ça. Et je vais vous faire comprendre pourquoi. Je me suis préparé pour vous rencontrer. J'ai fait mes devoirs. Je ne me suis pas dit, bon, je vais aller là, c'est Avignon. Je vais leur dire de petits trucs. Pas du tout. Pourquoi je me suis préparé? Parce que tous ici, vous êtes uniques. Il n'y en a pas deux identiques. Sur la planète, on est 7 milliards.
il n'y a pas deux empreintes digitales identiques. Chacun est unique. Chacun est précieux. C'est très important. Personne n'est n'importe qui. Retenez bien ça. Au pays de la non-violence, on commence par dire personne n'est n'importe qui. Vous voyez, dans les grandes villes, souvent on les rencontre. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans une grande ville qui est au coin de la rue là-bas, assis à même le sol, avec un sac à dos, un chien très souvent, parce qu'un chien c'est fidèle. Très souvent il a à côté de lui une bouteille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est rarement une bouteille d'eau. Hein. Si vous touchez à sa bouteille d'alcool, il vous mord. Hein. Eh bien lui non plus, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Quand il était comme vous, il avait plein de rêves dans sa tête. Et puis un jour, la vie, elle te casse. Pourquoi? Peut-être un peu de ta faute, peut-être un peu la faute du monde, de la société, qui est une société sans pitié, quoi. Récemment, je parlais avec l'un d'entre eux et il me dit, tu sais, moi, il y a 2 ans, j'étais comme toi. J'avais un métier, une voiture, un appartement, une famille. Et puis un jour, j'ai eu un problème, j'ai perdu le boulot, et puis la santé et tout ça. Et puis ma famille a explosé, quoi. Ma femme est partie et tout ça. Là, je suis à la rue, ça fait 2 ans que je suis là. Je connais tout de la ville. Je sais où il faut dormir, les ponts où tu peux aller le soir. Je connais les immeubles où on met de l'eau par terre pour pas que tu dormes et tout ça. Je connais tout. Hein. Il dit, mais le pire, c'est pas ça. Ah bon? Je dis, c'est quoi le pire? Elle dit, le pire, c'est que ça fait 2 ans que je suis à la rue. C'est 2 ans que je ne serre plus la main à personne. Oui, serrer la main, c'est gratuit. Hein. Ben, ça fait 2 ans que je ne serre plus. Et c'est ça qui lui manquait le plus. Pourquoi ça lui manquait le plus? Parce que tous les êtres humains, c'est des êtres de relation. On a besoin des autres. Tout seul, je ne suis rien. J'ai besoin d'avoir des amis, des frères, des copains, des relations, des connaissances. Et c'est comme ça que je grandis. Et tous les jours, l'un fait grandir l'autre. On est comme une forêt. Et la forêt, elle existe parce qu'il y a plein d'arbres dedans. Eh bien, lui non plus, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Et moi, le soir, je passe devant, bien sûr, j'ai pas le temps pour lui, il n'existe pas pour moi. C'est comme ce tabouret là-bas. Hein. J'ai pas le temps, j'ai mes affaires en tête et tout ça, quoi. Personne n'est de trop. Je serais très heureux si à la fin, vous me dites tout à l'heure, vous aurez la parole, vous me dites que vous avez entendu des choses qui font du bien. Je suis également prêt à ce que vous me disiez que vous êtes ennuyé, et j'ai aucun mal à comprendre ça. Hein. Et je suis même prêt à ce que vous me disiez que vous n'êtes pas d'accord. Alors là, c'est fabuleux parce que justement, le lycée, c'est le lieu où l'on apprend le désaccord. On n'est pas d'accord, mais on ne se tape pas dessus, hein, on ne s'engueule pas. Et celui qui gagne, entre guillemets, ce n'est pas celui qui frappe le plus fort ou qui crie plus fort que les autres, pas du tout. Celui qui gagne, c'est celui qui questionne le mieux, qui argumente le mieux. Et c'est intéressant la question que tu me poses là. Ça me fait réfléchir, tu as raison, je n'avais pas vu les choses comme ça. Et peut-être que tout à l'heure, vous allez me poser des questions, je vais dire, tiens, ah ouais, ça, je n'avais pas imaginé comme ça. Tu as bien raison. C'est vrai qu'on peut réfléchir de cette manière. Alors, la première chose qu'on doit se dire au pays de la non-violence, c'est que tous, nous avons un volcan en nous. Vous saviez que vous aviez un volcan en vous? Moi, j'ai un copain, quand son équipe de foot perd le dimanche, son volcan, il se déclenche. Il a envie de tuer tout le monde. L'arbitre, les joueurs, les supporters, comme lui, il est en bleu, tous les mecs en rouge, il a envie de... Je lui dis, oh, calme-toi, quoi. Calme-toi. Mais son volcan se déclenche, c'est plus fort que lui. Je lui dis, mais c'est un jeu, quoi. Ah non, il ne peut pas se maîtriser. Et pourtant, c'est un mec très gentil, hein. Mais quand son volcan se déclenche, alors demandez-vous, vous aussi, tous les matins, il va comment mon volcan aujourd'hui, là? Je suis énervé, hein. Là, je suis arrivé ce matin, si on me cherche, ce matin, j'ai vu un mec, là, pour une place de parking, son volcan, je vous jure, hein, il était prêt à descendre, à tuer tout le monde. Et calme-toi, hein. Quand vous rencontrez des gens comme ça, me vieux, comment va ton volcan, hein? Demandez-vous, hein, tous les jours, comment il va, mon volcan? L'essentiel de tout ce qui se passe dans notre vie, écoutez bien, ça se passe dans un endroit précis, ça se passe entre nos 2 oreilles. Qu'est-ce que nous avons entre nos 2 oreilles? Un cerveau. Au pays de la non-violence, le cerveau, je vais l'appeler un ordinateur. Nous avons entre nos 2 oreilles un merveilleux ordinateur. Est-ce que vous savez que l'ordinateur que vous avez tous est le plus puissant ordinateur de la planète? Impossible. C'est le plus puissant. N'oubliez jamais, c'est le cerveau humain qui a inventé ce minus-là. Ce n'est pas le contraire. Le nôtre, il est illimité. Vous pouvez inventer, si on voulait inventer un ordinateur aussi puissant, il faudrait des ordinateurs grands comme des immeubles. On n'y arrivera jamais. Notre ordinateur, il a 3 étages. Écoutez bien. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Le premier étage, il est là.
on l'appelle le cerveau reptilien. Reptile, crocodile. C'est la partie la plus ancienne du cerveau humain. C'est elle qui pilote toutes les fonctions vitales de notre corps. C'est le tableau de bord. Par exemple, j'ai mangé, il déclenche la digestion. J'ai couru, le cœur bat plus vite, bien sûr, il faut qu'il pompe plus vite pour alimenter les muscles qui ont travaillé. Il fait froid, j'ai la chair de poule. Ouais, il me dit habille-toi, il m'envoie un signal. C'est le cerveau de la vie. Le soir, quand je m'endors, je n'ai pas besoin de dire à mes poumons, n'oubliez pas de respirer quand je dors. Lui, il travaille 24 heures sur 24. Il pilote tout ça. Ok. S'il fait froid dans la nuit, il me réveille. J'avais froid, c'est lui qui m'indique. Il est fantastique, c'est le cerveau de la vie. Mais c'est aussi le cerveau de la survie. Par exemple, si derrière moi, là, il y a une bombe qui explose, il y a des flammes, un incendie, je vous jure, à la seconde, on est tous contre la porte là-bas, on risque même de se piétiner. C'est lui qui prend les commandes, je ne réfléchis plus. Je vais courir 10 fois plus vite. Je suis au 6e étage, il y a un incendie, je ne peux plus sortir par les portes, je saute du 6e. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui prend la décision. Quand il y a peur, menace, je suis un autre. Je vais courir 10 fois plus vite que je n'ai jamais couru. Et là, je deviens comme sourd et aveugle. Vous avez déjà vu des fois à la télé, on voit des images de foule qui se piétinent parce qu'il y a eu un incident, un truc grave. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants, hein. C'est parce qu'il faut sauver sa peau. Danger, peur, menace. Je deviens un autre. Et là, je suis capable de... Même dans la vie, pour des choses très simples, quand j'ai peur, je deviens sourd, aveugle. Et je prends des décisions malgré moi. C'est lui qui décide. C'est le premier étage. Nous avons un deuxième étage, c'est celui des émotions. Les émotions, c'est la météo intérieure. Comment tu vas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je ne suis pas bien. Pourquoi? Parce que quand je viens au lycée, il y a des gens qui me parlent mal. J'ai lu des trucs sur moi sur les réseaux et ça me fout la... Je suis triste, je suis en colère, j'ai la rage, j'ai appris des choses. On a tout ça. Même les animaux ont des émotions. Le chien qui retrouve son maître le soir, il lui fait la fête. Mais très souvent, vous savez ce qu'on fait avec nos émotions? On les cache. On met un masque. Vous demandez aux gens, comment tu vas? Ils vous disent toujours, ouais, ça va. En fait, je mets mon masque, je te dis ça va, parce que si je te dis comment je vais aujourd'hui, peut-être que tu vas me trouver ridicule. Si je te dis que j'ai envie de pleurer, tu vas te foutre de ma gueule. Tu vas dire, il pleure, le morveux là. Alors qu'est-ce que je fais? Je cache mes émotions. Et puis tout à l'heure, j'irai pleurer tout seul dans ma chambre. Et je vous jure, il y a beaucoup de gens qui pleurent dans leur chambre, mais pas devant les autres. Ici, par exemple, un professeur sur son estrade, il n'a pas le droit de pleurer. Parce que s'il pleure, on va lui dire, mais vous n'êtes pas à la hauteur. Hein. Vous foutez là, vous n'êtes pas à la hauteur, ce n'est pas fait pour vous ce métier-là. Hein. Pourtant, très souvent, il y a des professeurs qui ont envie de pleurer. Il y a des papas qui ont envie de pleurer le soir à table. Mais je ne pleure pas devant mes enfants. Parce que ça la fout mal. Quoi. Je cache mes émotions. Très souvent, le monde, il faut sembler heureux, vous savez. Alors, on est heureux, mais c'est factice. Mais au fond de soi, on apprend à cacher nos émotions et ce n'est pas très, très bon. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on parle beaucoup, toujours du quotient intellectuel. On ne parle jamais du quotient émotionnel. C'est une partie très importante de notre intelligence. On y reviendra. Ça, c'est le deuxième étage. On a un troisième étage. Alors ça, c'est seul l'être humain en dispose. C'est l'étage avec lequel on peut imaginer des choses complètement nouvelles qui n'ont jamais existé. Est-ce que vous avez entendu parler, je vous parle de ça parce que je l'ai rencontré il y a peu de temps, vous avez entendu parler du projet Solar Impulse? Qui a entendu parler de ça? Personne? Ah, c'est quand même fantastique. Solar Impulse, c'est un mec qui était comme vous, quand il était collégien. Il a rêvé d'inventer l'avion solaire. C'est-à-dire l'avion qui vole uniquement avec de l'énergie solaire, sans une goutte de kérosène. Il s'appelle Bertrand Piccard, il est suisse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté toute une équipe. Et là, ils ont construit un avion qui est grand comme un Boeing 747 et qui pèse 1 tonne. Il a des ailes, on dirait un... Il a dit, j'ai rêvé de faire ça et je l'ai fait. J'ai fait le tour du monde avec un avion solaire à 15 000 mètres d'altitude. C'est-à-dire, c'est l'avion du futur. Hein. Il a dit, j'étais là-haut, tu sais, il raconte, il dit, j'étais là-haut dans mon cockpit, tu imagines le cockpit dans un avion comme ça, c'est tout petit. Il a dit, je mettais mon portable sur ma batterie là, solaire, et toutes les 20 minutes, je faisais une sieste, il faisait moins de 18 degrés. Je te dis pas. Il a dit, et l'avion, il fait ça, hein, dans les nuages, vous imaginez. Sans énergie. Il a dit, on a fait le tour du monde. Incroyable. Voyez comment le cerveau humain, il peut inventer ça. Et lui, c'était un rêve d'enfant. Mais il s'est mis à le travailler, c'est incroyable. C'est illimité, et certainement qu'il commence à inventer l'avion du futur. Regardez sur Internet, Solar Impulse,
Bertrand Piccard. Vous allez voir, il vous raconte ses... Bref, notre ordinateur, il nous appartient de le programmer. Ah oui, parce que ce serait trop simple. Il y a un programme, mais nous devons le programmer. Au départ, c'est un tout petit disque dur. Nous en avons la responsabilité. Tu es responsable de ton ordinateur. Toi aussi, toi aussi. Moi aussi, je suis responsable de mon ordinateur. Ne pas le programmer, c'est comme quelqu'un qui me dirait, moi, je n'ai pas envie de programmer mon ordinateur, j'ai autre chose à faire. C'est comme quelqu'un qui me dirait, j'ai 2 jambes, mais je préfère les béquilles, c'est mieux, quoi. Tu ne te rends pas compte, hein. D'ailleurs, on vient au lycée parce qu'on apprend à programmer notre ordinateur. Si nous ne le programmons pas, vous savez ce qui va se passer? Nous allons prendre tous les virus qui passent. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, les émotions qu'on nous inflige, les peurs, etc. Et je vous jure que des virus aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le monde, hein. Des virus ou des mensonges. Et le propre des virus, c'est qu'ils sont invisibles. Alors quand on a le temps avec vos camarades dans les lycées, on fait la liste des virus. Par exemple, je peux vous dire de mémoire comme ça, très souvent il y a des élèves qui disent « Ouais, moi monsieur, je ne suis pas assez intelligent. J'y arriverai jamais monsieur. » J'ai dit « Qui t'a dit ça ?» Même un prof qui me l'a dit. Même mon père, il me dit des fois « T'es bon à rien. » J'ai dit « Toi, tu as mis ça dans ton ordinateur, tu ferais bien de l'enlever. Hein. Parce que si tu te mets ça là, tu n'arriveras à rien, mon ami. Tu vas finir par le croire. Hein. Donc toi, ton ordinateur est défectueux. C'est bon, tu as ton excuse. Hein. Tu n'es pas bon, toi. Drôle de virus. Ou bien, j'ai envie de rien. Ah, tu as 15 ans, tu as envie de rien. Tu as goûté à tout. Ou bien, je voulais faire telle ou telle activité, mais je ne suis pas doué. Je voulais faire du sport, mais je ne suis pas doué. De la musique. Ah, quand on me dit qu'il faut être doué pour la musique, je vous le dis tout de suite. Hein. Je demande tout de suite, est-ce que tu es doué pour l'effort? Si tu n'es pas doué pour l'effort, mon ami, rien n'est possible. Tu peux acheter une guitare. Est-ce que vous connaissez un magasin où on vend le mouvement des doigts? Ça n'existe pas. Vous achetez un piano, est-ce que vous connaissez un magasin où on achète ça? Ça n'existe pas. Vous voulez jouer au basket, vous achetez le terrain, le panier, le ballon, la tenue. Est-ce que vous connaissez un magasin où on vend l'adresse de la main droite et l'adresse de la main gauche? Ça n'existe pas. Ça passe par l'effort. Et notre ordinateur, il est le plus heureux au monde quand il fait l'effort et qu'il travaille. C'est incroyable. Mais si vous lui mettez le virus de la paresse, je ne peux rien faire. J'ai envie de... Ben là, il se déconnecte. Hein. Autre virus très fréquent, aujourd'hui, si tu veux te faire respecter, il faut frapper. Ah bon? Moi, je vous jure, je ne me laisse pas frapper. Mais je n'aime pas frapper les autres non plus. Et alors, comment on fait? Et ma petite sœur, elle fait comment? Et ma maman, elle fait comment quand elle va faire ses courses? Il faut qu'elle frappe, elle aussi. Drôle de monde. Si vous mettez ça dans votre ordinateur, ne vous étonnez pas. Hein. Vous avez quelques-uns de ces virus-là, ça ne va pas aller comme vous voulez. Hein. Autre chose, si ton père est chômeur ou s'il fait un métier manuel, les métiers manuels, c'est 0. Hein. Ah bon? L'intelligence des mains, ce n'est pas important. L'intelligence qu'il faut pour être un technicien, pour être je ne sais quoi. Mais c'est fabuleux. Vous savez, Gandhi, c'était un grand personnage de la non-violence. D'ailleurs, hier, c'était la journée internationale de Gandhi, parce que c'était le jour de sa naissance, c'était son anniversaire. Mais Gandhi, il a dit, pour bien éduquer quelqu'un, il faut s'occuper de 3 choses. Il a dit ces 3 mots anglais qui commencent par la lettre H. Il disait, pour s'occuper et éduquer quelqu'un, il faut éduquer head, la tête, heart, le cœur, and la main. Il a dit, vous occupez des 3. C'est la tête, le cœur et les mains. Si vous vous occupez des 3, donc quand on me dit un métier manuel, c'est, pardon, l'intelligence des mains, ça ne compte pas. Il y a aussi un autre virus qui est très fréquent aujourd'hui, c'est qu'on nous fait croire à tous que pour être quelqu'un de bien, il faut avoir des objets de luxe, des vêtements de marque. Récemment, dans un lycée, il y a un élève, il était comme vous là, il a demandé la parole, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je veux dire un truc moi monsieur. Il a dit, moi ici monsieur, vous savez comment on m'appelle? J'ai dit, comment on t'appelle? Il m'a dit, moi ici on m'appelle la poubelle. J'ai dit, pourquoi on t'appelle la poubelle? Il dit, j'ai pas envie de demander à ma mère d'acheter des jeans à 200 €, des baskets, tout ça, tout le monde là, tout le monde me prend pour... Il avait les larmes aux yeux. Hein. Parce que rentrer au lycée tous les matins et se prendre 50 fois dans la gueule poubelle, je vous jure, quand vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ça fait mal au ventre. Hein. Vous avez la rage. Hein. Tout le monde... Bref. Il a dit. Donc aujourd'hui, on est dans un monde, il suffirait d'avoir des objets, des choses, des trucs, pour être quelqu'un de bien. Par contre, comment tu es, comment tu te comportes,
comment tu es respectueux de toi-même, des autres, ça compte pas. Avec quelques-uns de ces virus-là, ne vous étonnez pas que vous ne soyez pas heureux. Hein. Forcément. Il y en a un qui m'a dit un jour, monsieur, bon, vous dites des trucs intéressants, mais ici dans la ville, monsieur, ceux qui gagnent le mieux, ceux qui réussissent, c'est ceux qui vendent de la drogue. Ah, j'ai dit, ok. J'ai dit, donc toi, tu as déjà ce virus-là, quoi. Tu veux vendre du poison à ma petite sœur, à mon petit frère, c'est ça? Ouais, monsieur, mais j'ai dit, tu as déjà entendu quelqu'un qui est un ex-drogué qui parle de la drogue? Est-ce que tu as déjà écouté ça? Il va te raconter l'enfer que c'est. Hein. Ah, au début, tu as l'impression que tu voles. Hein. Et puis après, il faut atterrir. Hein. Et quand tu atterris, mon pote, tu verras dans quel état tu es. Donc toi, c'est ça ton rêve. Ouais, monsieur, mais on gagne beaucoup d'argent. Ah, j'ai dit, ah, d'accord. Et puis on perd tout le reste, quoi. Ne vous étonnez pas après hein, que vous ne soyez pas heureux si vous avez quelques-uns de ces virus-là. Puis alors, il y a un virus terrible, c'est qu'on se met tous des étiquettes, vous savez. Vous allez entendre dire, les filles, elles sont toutes comme ça. Les musulmans, c'est tous les mêmes. Les gitans, ils sont tous pareils. Les Corses, ils sont tous comme ça. Dans les banlieues, ils sont tous comme ça. Les professeurs, tous les mêmes. Les policiers, c'est tous... On est très fort pour se coller des étiquettes. Tu connais tout le monde, toi, pour savoir, pour généraliser. Vous savez, il y a une phrase qui est terrible, c'est « Oh, arrête, toi, je te connais. Hein. » Tu me connais? Comment tu me connais? Ouais, je te connais, toi. Maintenant, tu la fermes. Hein. Tu ne me connais pas du tout. Hein. Mais tu me mets dans un tiroir. C'est une phrase d'une violence terrible. Comment tu peux dire que tu me connais? Qu'est-ce que tu... Parce que tu m'as... Mais tu mets une étiquette. On se colle tous des étiquettes. Et puis tenez, aujourd'hui, comme je viens ici, je viens de Corse, vous aussi, vous pouvez me coller une étiquette. Hein. Vous dites, il vient de Corse, c'est un mafieux. Si vous me collez cette étiquette, vous n'allez plus m'écouter de la même manière. Hein. Vous allez dire, ouais, arrête, qu'il arrête, qu'est-ce qu'il vient raconter, ces trucs-là lui-même. Et puis vous allez faire courir la rumeur, puis ce soir, ce sera sur Facebook, je ne sais pas quoi, et puis vous allez croire. Et puis vous me connaissez là d'étiquette, c'est un raciste. Il y en a qui vont dire, tiens, il est comme moi, c'est génial. Ah, ça, c'est des rires de bonne santé, oui. Effectivement. Mais voyez comment en collant les étiquettes les uns aux autres, puis moi aussi, je vais vous en coller des étiquettes. Hein. Ben vous, ici à Avignon, je vous connais. Hein. Je vous connais tous, là. Moi, je vous colle des étiquettes. Hein. Allez apprendre à vivre. Hein. Moi, je vais vous apprendre à vivre. Hein. Bref. Donc, première chose, n'oubliez jamais votre ordinateur. C'est vous qui le programmez. Hein. Vous voyez ce Minus que j'ai là, il a des antivirus. Si je enlève l'antivirus, dans une demi-heure, il ne marche plus. Et nous, quand on a des virus, comment on fait? Est-ce que notre antivirus, il marche là? N'oubliez pas non plus que notre ordinateur, le vôtre comme le mien, je dis bien le vôtre comme le mien, il est capable du meilleur, il est capable du pire. Moi aussi, je suis capable du pire. Sauf qu'on peut apprendre. Et c'est ça qui est merveilleux. On peut apprendre à être beaucoup plus intelligent. Alors, ce n'est pas si simple. C'est pour ça que le voyage au pays de la non-violence, il peut nous aider. Vous savez, très souvent, la vie, elle nous écrit des lettres. Mais ce n'est pas une lettre que vous envoie le facteur. Pas du tout. Quand, par exemple, quelque chose commence à vous passionner, vous avez découvert une activité, vous avez de l'enthousiasme pour une activité. L'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. C'est mon ami André Stern qui dit ça. Il a écrit un très beau livre dessus. Il dit, quand vous avez l'enthousiasme, vous travaillez 10 fois plus, vous fatiguez 10 fois moins, vous êtes 10 fois plus heureux. Vous voyez, moi, quand je suis rentré au lycée en 6e à Bastia, j'avais acheté ma première guitare. Et le premier jour où je suis arrivé, il y avait un CPE, mais il m'avait l'air sévère et tout. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que tu amènes là? Je dis, c'est ma guitare. J'étais tout timide. Il m'a dit, tu sais pas que les guitares sont interdites à l'internat? J'ai dit, excusez-moi. J'ai ramené ma guitare, j'ai donné ma guitare à ma mère. Et puis ma soeur avait un appartement dans la ville, là, à Bastia. Tous les soirs, j'étais libre de 5h à 5h30. J'étais interne. Je courais à l'appartement de ma soeur pour jouer 10 minutes de la guitare et revenir. Rien ne pouvait m'arrêter. Quand vous êtes enthousiaste, je vous jure, ce n'est pas les meilleures conditions pour apprendre à jouer. Ça, c'est sûr. Mais lui, il n'avait pas compris que ma guitare, c'était aussi un truc important pour moi, quoi. Bref, mais quand vous avez l'enthousiasme, vous êtes tellement plus fort. Et là, vous découvrez que votre ordinateur, c'est une machine à apprendre. D'ailleurs, je vais vous faire rire, les neuroscientifiques, viennent de découvrir que chez vous autres, chez les adolescents aujourd'hui, il y a une partie de l'ordinateur qui est plus musclée qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans en arrière. C'est la partie de votre ordinateur qui pilote le pouce. C'est prouvé. Je vous jure que votre grand-mère, même quand elle avait 15 ans, elle n'avait pas le même pouce que vous. Bien sûr, elle n'avait pas de téléphone,
elle n'avait pas de jeux vidéo. Il y en a un qui m'a dit récemment, il m'a dit, monsieur, ici c'est le pouce et l'index. Il m'a fait une démonstration de tapage de texto, j'ai jamais vu ça. Avec des fautes d'orthographe. Bah ouais, ça règle pas tout quand même. Ce serait trop facile. Mais figurez-vous que ce qui marche pour le pouce, ça marche pour tout le reste. Si vous dites par exemple, je me passionne pour les langues, je veux apprendre 5 langues, si vous passionnez pour ça, c'est un jeu enfantin. Si vous dites, je veux être comédien, je veux monter sur scène, je veux savoir dire un monologue de 2 heures sans une seule note, vous vous passionnez pour ça, votre mémoire, elle est fantastique. Vous allez vous dire, si je vous dis ça aujourd'hui, vous allez dire, oh, moi j'ai déjà du mal à retenir une page par cœur, alors 2 heures, c'est pas pour moi. Pas du tout. Si vous vous passionnez pour ça, 2 heures, c'est un jeu de rien. Vous voulez jouer au basket, vous dites, je suis moyen de la main droite, je suis très mauvais de la main gauche. Vous entraînez votre main gauche, au fur et à mesure, votre geste va être de plus en plus précis parce que votre ordinateur vous guide. Et comme vous avez progressé de la main gauche, la main droite, automatiquement, elle a progressé. Notre ordinateur est une fantastique machine à apprendre. C'est fabuleux. Nous avons aussi dans notre ordinateur, c'est important de le savoir, nous avons des milliards de neurones. Les neurones, c'est ce qui le fait fonctionner. Par exemple, je donne l'ordre à ma main de compter, elle compte. Je lui donne des ordres, elle fait tout ce que je veux. C'est mes neurones qui font fonctionner ça. Mais on a des neurones particulières, retenez bien ça, ça s'appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire que, par exemple, j'arrive ce matin au lycée, mon meilleur copain, mon meilleur ami ou ma meilleure copine a les yeux rouges. À la seconde, je n'ai pas besoin de lui parler, je suis triste comme elle. Qu'est-ce que tu as? Je peux faire quelque chose pour toi? Je rentre ce soir à la maison, ma mère pleure. Je n'ai pas besoin de parler. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ressens ce qu'elle ressent. Nous sommes tous équipés comme ça. C'est incroyable. Vous regardez un film à la télé et à la fin, vous vous rendez compte que vous pleurez. Pourtant, vous ne connaissez pas les gens, c'est une histoire inventée, c'est une fiction. Vous vous mettez à la place de l'autre. Tous, nous avons ça. Nous nous mettons à la place des autres. Mais, je dois vous dire que très souvent, on nous invite à dire « éteins tes neurones miroirs, t'occupe pas des autres, laisse tomber ». On éteint nos neurones miroirs. Notre ami, là, au coin de la rue, là, on ne le voit plus, quoi. Et forcément, ça rend plus facile l'insulte. Je te parle comme à une merde. Je te traite comme un objet, vous voyez. Si je tape sur cette table, elle ne ressent rien. Mais si je tape sur un être vivant, peut-être même un arbre, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je ne ressens plus rien de ce que je te fais, ce que je te dis, etc. J'éteins mes neurones miroirs. Je ne me mets plus à la place de l'autre. Et plutôt qu'une personne, plutôt qu'un vivant, je vois une chose. Et ça nous contamine, ça. Le danger, il est en train de grandir dans le monde entier. Tu as vu comment tu me parles? Tu as entendu comment tu lui parles? Et après, tu t'étonnes que toi, on te parle de cette manière. On éteint nos neurones miroirs. L'empathie n'existe plus. Et ça, c'est un danger qui grandit dans le monde. Pour vous montrer combien nos ordinateurs doivent être vigilants, je vais vous raconter une histoire vraie. Vous connaissez le mot de mafia? C'est un mot que vous reliez à quel pays? Colombie, Italie, Russie. Ok. Est-ce que vous croyez? Maroc, oui. La Corse, oui. La France. Ok. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que la mafia se limite à un pays particulier? La mafia aujourd'hui, elle est planétaire. Les mafias, ce sont des organismes criminels très intelligents qui s'intéressent à tout ce qui rapporte beaucoup d'argent. Par exemple, le marché de la drogue. Il est très organisé, très lucratif. Il y a des gens dont c'est le boulot. Et vous connaissez la règle de la mafia. Si tu gênes mes intérêts, tu es mort. Vous savez qu'il y a une règle dans la mafia, c'est-à-dire que la loi de la mafia est supérieure à la loi de la famille. Si ton père enfreint la règle de la mafia ou gêne la mafia, tu dois tuer ton père. Si c'est ton frère, tu dois tuer ton frère. Si c'est ta mère, tu dois tuer ta mère. Vous imaginez? Et si tu ne le fais pas, c'est toi qui meurs. Hein. C'est toi qui passes. Hein. Parce que tu as enfreint les règles de la mafia. Eh bien, un jour, un journaliste est allé voir un grand chef de la mafia italienne. Il s'appelle M. Bernardo Provenzano. Quand vous prononcez son nom dans n'importe quel collège ou école en Italie,
tous les élèves connaissent son nom. Vous savez pourquoi? Parce que le 21 mars, tous les premiers jours du printemps, des milliers et des milliers d'élèves en Italie sont dans les rues. Ils vont dire non à la mafia. Ils font des dessins, ils dansent, ils chantent, ils font des banderoles, ils disent non à la mafia. Et leurs grands-mères qui ne peuvent plus descendre avec eux, elles mettent des draps blancs aux fenêtres en disant on est avec vous, la mafia c'est un cancer. Le journaliste est allé voir Bernardo Provenzano en prison les 2 dernières années de sa vie. Il est mort il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Il avait 85 ans. Et le journaliste lui a dit, Monsieur Provenzano, vous savez que Bernardo Provenzano, on l'appelait El Capo dei Capi, le chef des chefs, vous imaginez? Ok. Un jour, donc il lui a dit, comment on devient un grand chef de la mafia? Est-ce que vous pouvez nous donner la recette, Monsieur Provenzano? Il a dit, c'est très simple, moi je vais vous expliquer. Il a dit, moi, j'avais 13 ans. J'étais dans une famille fantastique. Mon père et ma mère étaient des gens honnêtes. On avait un peu de terre. Ma mère, elle se levait à 4 heures du matin, elle s'occupait des animaux. Elle était merveilleuse. Elle disait, il faut traiter les animaux comme des êtres humains. Incroyable. Je travaillais bien à l'école, j'étais sportif, j'étais en bonne santé, j'étais un garçon super. Il dit, un jour, on s'est installé à Naples, en Italie. J'avais 13 ans. Un matin, je joue au foot avec mes copains dans la rue. Et alors? Il y a 3 mecs qui sont arrivés. Ils avaient un camion, ils déchargeaient des cartons, il est monté au 3e étage. Il y en a un qui est venu, il m'a dit, ragazzo, puoi venire? Petit, tu peux venir? Si c'è la polizia che viene, ci chiami. Si tu vois la police qui débarque, tu nous avertis. Moi, j'ai joué le jeu. Pour moi, c'est un jeu. La police n'est pas venue. En partant, il me rappelle. Ragazzo. Il a dit, il a pris un billet dans sa poche, il m'a donné un billet. Je n'en avais jamais vu d'aussi gros. On a mangé des glaces pendant 1 mois. Il a dit, après, on les attendait tous les jours. 6 mois après, ils sont revenus. Ragazzo, si c'è la polizia. Lui, il avait compris le jeu. La police n'est pas venue. En partant, il donne 2 billets. Il dit, j'en ai pas parlé à ma mère. Ma mère, elle est curieuse. Non, ta mère, elle est surtout responsable, figure-toi. Quand il avait 15 ans, ils ont commencé à l'inviter dans les plus grands palaces de la ville. Ses copains au lycée le regardaient tous comme ça en disant, t'as vu lui? Lui, c'est un mec bien. Lui, c'est un caïd. Qu'est-ce qu'on fout, nous, là? On apprend des trucs qui servent à rien, tout ça. T'as vu lui? Nous, on est des mordeux, nous. Il a dit, même pas mes parents, ils peuvent aller là, c'est 50 € le verre. Tu rigoles? Il commençait à avoir beaucoup d'argent de poche. Il passait, un jour, ils lui ont demandé, sai conduce la macchina? Tu sais conduire une voiture? Comme à 8 ans, il était sur les tracteurs de son père, conduire une voiture, pour lui, c'était un jeu d'enfant. Un soir, ils lui ont demandé d'être guetteur. Là, il passait le brevet de la mafia, mais il ne le savait pas encore. Il était guetteur, il devait noter des plaques et tout ça. Bref, il commençait, des fois, il passait devant le lycée, il avait une voiture à 80 000 €. Ses copains au lycée, qu'est-ce qu'on fout, nous, là? T'as vu la vie, ce que c'est? Regarde lui. Nous, on apprend un métier, là, autant on va être au chômage, ça ne sert à rien, tout ça, les profs, ils nous racontent des trucs. C'était l'exemple de tout le lycée, enfin de beaucoup de lycéens. Un jour, ils lui ont demandé, sai tirare con una pistola? Moi, vous voyez, je n'ai jamais touché une arme de ma vie, j'ai comme une allergie. J'ai un truc, bon bref. Et ils lui ont expliqué, ils lui ont donné une arme de poing de gros calibre, comme on dit dans la mafia, ils lui ont expliqué. Comme il était intelligent, il a compris très vite. D'ailleurs, il paraît qu'on apprend beaucoup plus vite à utiliser une arme qu'à devenir une bonne assistante sociale, un bon menuisier, un bon informaticien. On apprend beaucoup plus vite. Alors ils lui ont donné une arme, ils lui ont dit, ça c'est ton arme, tu ne bouges plus, tu ne la quittes plus. Elle est au pied de ton lit, elle est dans ta voiture, elle est là quand tu sors. OK? Et après, M. Provenzano, alors bien sûr, vous imaginez, il a coupé les ponts avec tous ses parents, il ne parlait plus à son père, il ne parlait plus à sa mère, ils lui ont donné un appartement de 100 mètres carrés dans la ville. Il vivait comme un seigneur. Tous les autres étaient admiratifs. On dit, t'as vu lui, il est déjà dans la vie, nous on est là. Et après, M. Provenzano, il a dit, après un soir, j'ai participé à un coup. Il a dit, mais ce soir-là, ça s'est mal passé. C'est-à-dire, il a dit, il a fallu tirer, j'ai abattu un convoyeur de fonds qui était père de 4 enfants. J'ai commencé comme ça. Et après, il dit, après j'ai continué. Avec M. Provenzano, on pourrait aller à 200 aisément. Vous imaginez? Le journaliste était exténué. Il lui dit, mais M. Provenzano, si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Il a dit, excusez-moi, mais là vous me posez la question la plus difficile. Je ne peux pas répondre à ça. Effectivement, quand vous regardez la vitrine de M. Provenzano, c'est fabuleux. Il a les plus belles maisons d'Italie, piscine, jacuzzi, tous les objets de luxe que vous pouvez imaginer, il les possède. Toutes les voitures de luxe dont vous pouvez, il les possède. Tout ça, il les a.
Par contre, quand il regarde dans le rétroviseur de sa vie, qu'il regarde le nombre de familles qu'il a explosées, de mamans qu'il a fait pleurer, de grands-parents qu'il a ravagés, de rêves qu'il a tués chez des enfants, chez des familles, pas de quoi être fier. Même lui, à 85 ans, il est obligé de dire « excusez-moi, je ne peux pas répondre ». Ses neurones miroirs, elles se rallument, ça clignote. Même à 85 ans, après tout ça, quoi. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, au même moment où je vous parle, là aujourd'hui, peut-être même ici parmi vous, hein, il y a des jeunes de 13 ans, de 12 ans, de 14 ans, de 15 ans, à qui on vend le même virus. On leur dit, moi je vais t'expliquer comment ça marche. Écoute-moi. Ils vous vendent ce virus-là. Ils vont faire croire que c'est ça. Que la vie c'est ça. Au même moment où je vous parle. Peut-être même parmi vous. Dans toutes les villes que je traverse. Il y en a un qui m'a dit un jour, hey, monsieur, mais vous savez, nous ici à la sortie du collège, on nous propose d'être guetteurs. C'est 80 € sans le sandwich. Par jour. Ah, j'ai dit, ok. Attention, parce que là, tu rentres dans le truc. Hein. Il me dit, ah, monsieur, mais 80 € c'est beaucoup, mes parents. J'ai dit, oui, oui, c'est sûr. C'est un peu d'argent. Ou beaucoup d'argent, comme tu veux. Par contre, tu vas perdre tout le reste. Hein. Au même moment où je vous parle, c'est ça qui se passe. Donc, je vous invite, vraiment. Tout ça, pourquoi? Parce qu'à 13 ans, il a laissé entrer dans son ordinateur un virus terrible. Il n'avait plus que l'argent en tête. Avoir, 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 avoir. Et à la fin, tu n'es plus rien. Tu es une merde. Puis quand tu as 50 ans, 80 ans, tu dis pas, j'ai tout loupé, quoi. Donc, vous devez vous dire, mais alors la non-violence, c'est quoi? Oui, la violence, vous voyez tout de suite ce que c'est. Hein. Vous allumez la télé le soir, vous regardez dans les rues, vous regardez les manifestations dans les rues. Il y a l'exemple tous les jours. Hein. Les policiers contre les citoyens, les gilets jaunes contre les trucs, on se bat, on se tire, etc. La violence, elle est quotidienne. Tous les jours. Par contre, la non-violence, on n'en parle jamais. Vous demanderez à vos parents, peut-être que c'est... Demandez-leur si un jour dans leur vie scolaire, ils ont eu droit à 1 heure de cours sur la non-violence. Jamais. On n'en parle jamais. Il y a d'ailleurs des gens qui disent que c'est un truc de bisounours, c'est un truc de mauviette, je vous l'ai dit tout à l'heure. La non-violence, c'est quoi donc? La non-violence, elle reconnaît d'abord que tous, nous avons de la violence en nous. Tous, nous sommes capables de violence. Nous avons un volcan, et forcément, tous, nous sommes capables de violence. Moi aussi. Peut-être que si tout à l'heure, quelqu'un m'agresse, peut-être que vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez dire, oh, il a pété les plombs. Hein. C'était un autre. Hein. Tous, on est capables de violence. Il y a la violence, bien sûr, que l'on fait subir aux gens que l'on croit plus faibles, par exemple aux femmes. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, son compagnon ou son ex-compagnon tous les 2 jours et demi? 109 à ce jour. Ce n'est pas un terroriste qui vient la tuer, c'est son compagnon, son ex-compagnon, derrière les volets le soir. Il est très fort, lui. Il joue au tyran. Une femme tous les 2 jours et demi. En Russie, il y a 3 ans, ça doit être les mêmes chiffres maintenant, 7200 femmes ont été tuées par leur conjoint. Vous imaginez? Et dans le monde, c'est un ravage. En 2012, je n'ai pas les chiffres actuels, mais en 2012, il y a eu 43 600 femmes dans le monde tuées par leur conjoint. Vous imaginez? Ok. Il y a des enfants d'ailleurs que l'on maltraite. En France aussi, hein. Il y a des milliers et des milliers d'enfants. Il y en a un qui m'a dit récemment, monsieur, moi, le soir avant de rentrer chez moi, j'ai la peur au ventre. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, j'écoute d'abord à la porte parce que mes parents se disputent tous les soirs. Et quand ils se disputent, je me mets sous le lit parce que je ne peux plus supporter. Il rentre chez lui, la peur au ventre. Il y a des élèves qui viennent au lycée, la peur au ventre. Parce qu'ici, ils peuvent être harcelés, humiliés, moqués, pour plein de raisons. Il n'y a pas de problème. Et ils viennent ici, la peur au ventre. Il y a des profs qui viennent là aussi, lycée, la peur au ventre. J'entends beaucoup de profs qui disent, moi, aujourd'hui, mon métier, c'est de parler à des gens qui ne m'écoutent pas. Vous avez déjà essayé de venir devant un public et de parler 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures à des gens qui ne vous écoutent pas? Je vous jure, 1 heure, 2 heures, vous pétez les plombs. Hein. Ben forcément. Hein. Bref, les garçons se battent plus souvent que les filles, c'est vrai. C'est prouvé. Mais est-ce que vous croyez que les filles ne peuvent pas, comme nous les garçons aussi, être violents? Avec des mots, je peux faire très mal. Avec des mots, je peux blesser, humilier, moquer. Je peux attaquer quelqu'un sur les réseaux. Tiens, lui, il a un nom qui ne me revient pas, alors j'y vais, j'emploie des mots. L'autre, il a une tête d'homosexuel, alors j'emploie les mots. J'attaque quelqu'un sur son physique. On peut attaquer tout le monde sur son physique. Lui, il est trop comme ça, l'autre, elle est trop pareil. L'autre, c'est drôle, hein? Il paraît que c'est un jeu rigolo.
Sauf pour celui qui le subit, hein, bien évidemment. Vous voyez notre copain de la poubelle? Peut-être que toute sa vie, il va se souvenir qu'au collège, son surnom c'était la poubelle. Et que c'était un enfer pour lui, parce que se faire traiter de poubelle d'un début de l'année à l'autre tous les jours, c'est des coups de poing, je ne vous dis pas, d'une violence. Avec des mots, je peux faire très mal. Vous voyez, si je me coupe là, au bout de 15 jours, ma peau va cicatriser. Par contre, le mot que tu m'as dit, je n'ai jamais oublié. Hein. Comment tu m'as parlé. En plus, tu t'es jamais excusé. Et chaque fois que je te vois, j'ai la rage. Hein. J'ai envie de te rentrer dedans. Et je vis avec cette rage. Je vis avec la haine parce que tu m'as maltraité, tu m'as mal parlé. Un mot, ça peut faire plus mal que n'importe quel coup. Je me souviens d'une conférence, vous savez, il y a un élève qui a levé le doigt. À un moment donné, il a dit, monsieur, je voudrais dire un truc. Il était courageux. Hein. Il a dit, monsieur, moi je voudrais vous dire ici, ça fait 3 mois qu'on est rentré, mais dans ce collège, ils ne connaissent pas mon nom. Je dis, comment ils ne connaissent pas ton nom? Oui, monsieur, je m'appelle Vlad. Mais dans ce collège, tout le monde m'appelle Poutine. Alors il a dit, ah, je vous jure, mais lui, ça ne le faisait pas rire, il avait les larmes aux yeux. Hein. Il a dit, alors je voudrais dire à mes camarades que si ça ne s'arrête pas, je demande à mes parents de déménager. Parce que pour moi, c'est devenu insupportable. Et vous savez ce qui s'est passé? Chut. Vous savez ce qui s'est passé? Tous les autres se sont levés, standing ovation, ils l'ont applaudi. C'était merveilleux. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Y compris ceux qui jouaient à ça, à l'appeler Poutine. Tout le monde s'est levé et l'a applaudi. Vous savez, en plus, alors je vais vous faire une confidence. 3 mois après, j'ai appelé le CPE du lycée. Et je lui ai dit, alors dites-moi, comment ça s'est passé pour Vlad après? Il m'a dit, c'est merveilleux. Il dit, jamais plus il a été surnommé comme ça. Il est devenu délégué de classe. Jamais plus personne ne l'a appelé comme ça. Pourquoi? Parce que pour les autres, c'était un jeu. On joue avec Poutine comme on joue avec une balle. Sauf que Poutine, c'est un être humain qui a un nom. Vous voyez, quand vous êtes un tant soit peu poli, si vous prononcez mal le nom de quelqu'un, vous dites, ah, excuse-moi, pardon, excuse-moi. Parce que ton nom, c'est ton identité. C'est ta peau, c'est important. C'est pas juste. Je vous invite vraiment à prendre conscience de ça. Quoi. On peut détruire quelqu'un juste avec des mots. Il y a des gens qui pratiquent l'insulte systématique. C'est-à-dire que quand ils vous parlent, ils vous mordent. Quand ils vous parlent, ils vous mordent. Je vous jure, ils ont besoin de secours. Hein. Ils ne se rendent même pas compte. Ils font fonctionner que le premier étage. Vous êtes en vélo avec votre petite sœur, vous arrivez au feu rouge, vous touchez à peine le rétroviseur de la voiture du monsieur à côté, là. Il baisse la vitre, il te traite de tous les noms, et si je sors, je te casse la tête, morveux. Hein. Et si vous l'écoutez, vous allez faire le crocodile avec lui. Hein. Et monsieur, j'ai juste touché le rétroviseur. Mais pour lui, le rétroviseur, c'est déjà menace de mort. Crocodile direct. Si vous en rencontrez 3 comme ça par jour, vous vous battez tous les jours. Hein. Moi, je n'ai pas envie de me battre tous les jours. J'ai autre chose à faire, bien plus intéressant. Hein. Et vous aussi, je suppose. Hein. Juste là, il y a des gens, des fois, c'est même juste le regard. C'est, qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes? Qu'est-ce que tu veux? Si vous l'écoutez, et s'il m'écoute, on sort, on se bat. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes? Mais pour lui, le regard, c'est déjà menace de mort. Et je t'ai juste regardé, mon ami. Oh. Mais pour lui, je vous jure, il a besoin d'aide, lui. Hein. Ah, il faut l'aider. Hein. C'est comme une marionnette. Vous tirez dessus, ça explose. Crocodile direct. Il ne réfléchit pas, lui. Il ne monte pas au 3e étage. Il fait fonctionner que le reptilien. Pour lui, c'est menace de mort. Alors, je vais vous parler d'un personnage très intéressant. Je suis certain que dans les années à venir, il va être enseigné dans tous les lycées. Il s'appelle Monsieur Marshall Rosenberg. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Marshall Rosenberg, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a fait, Marshall Rosenberg? Il a réfléchi, il a dit, pourquoi est-ce que les êtres humains ont autant de problèmes à vivre ensemble? Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, le problème, c'est les mots qu'on utilise. Vous avez vu comment on se parle? Vous avez vu comment on se parle les uns les autres? Il a dit, vous changez les mots, vous changez tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé 2 marionnettes, je vous les ai amenées. La première, c'est celle-ci, c'est un chacal. Vous allez voir, vous n'allez jamais l'oublier. Hein. Le chacal, on lui donne une très mauvaise réputation. On dit que d'abord, il se nourrit de charognes, il sent mauvais. Il a toujours les dents qui sortent. On a toujours l'impression qu'il va vous bouffer quand il vous parle. Et Marshall Rosenberg, il a dit, on peut parler comme un chacal.
On peut penser comme un chacal. On peut écouter les autres comme un chacal. Il a dit, on est très compétent pour ça. On est très très fort. Je parle comme un chacal. Et puis il a inventé une deuxième marionnette. Elle est plus sympa. C'est la girafe. Elle est très contente d'être là. Hein. La girafe, est-ce que vous savez que c'est l'animal qui a le plus grand cœur au monde? C'est vrai. Et c'est aussi celle qui a le plus long cou. Pourquoi? Parce qu'elle lui permet de regarder d'un peu plus haut. Et on peut parler comme une girafe, on peut écouter comme une girafe, on peut penser comme une girafe. Et alors, bien sûr, on peut être l'un ou l'autre. Si moi, aujourd'hui, je voulais faire mon chacal, qu'est-ce que je pourrais dire? Et la proviseure, elle n'aurait pas pu venir me chercher à mon hôtel, non. J'ai mis 1 heure pour trouver, là. Je suis venu à pied, là. Même pas l'accueil, quoi. La prochaine fois, je reste chez moi. Hein. Vous allez voir, ça commence à me fatiguer, ça, maintenant. Je viens, je leur rends service, et puis il n'y a même pas l'accueil. Vous avez vu comment je parle? D'abord, on est venu me chercher, mais bon. Mais le chacal, venez chez moi, je vais vous apprendre à vivre. Vous n'avez aucun savoir-vivre. En plus, c'est vous qui allez éduquer les élèves. Le chacal. Moi, j'avais besoin qu'on vienne me chercher. Hein. Mais vous avez vu comment je parle, comment je l'exprime? Je viens de commettre un attentat. Hein. C'est un attentat relationnel. Hein. La manière dont je parle, personne n'a envie de m'écouter. Je parle comme un chacal. Venez chez moi, je vais vous apprendre à vivre. Si je parlais comme une girafe, autre chose. Je rentre ce soir chez moi, je dis, maman, t'as lavé mon jean? Ah non, ma fille, aujourd'hui, j'ai pas pu parce que, ah, tu l'as pas fait? Ah ouais, mais c'est bon, tu penses qu'à toi, tu es une égoïste. Puis je m'enferme dans la chambre, je mets la musique à fond, quoi. Le chacal, il voulait son jean à 17 heures. Maman, ça fait déjà 240 fois qu'elle lave le jean, hein. Mais peu importe. Tu penses qu'à toi, tu es une égoïste et tout ça. Le chacal, il ne discute pas. Hein. Puis maman, comme elle est plutôt girafe, elle vient taper à ma porte. Ma fille, en plus j'étais chez le médecin aujourd'hui. Je n'ai pas une bonne nouvelle. Mais le chacal, il s'en fout. C'est son besoin à lui qui compte. Ouais, mais c'est comme ça maintenant, ça fait 2 mois, je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Tu as complètement... J'appelle mon meilleur ami, je lui dis, est-ce que dimanche tu pourrais venir m'aider à déménager? Ah non, dimanche, attends. Non, dimanche, je ne peux pas. Ah, tu ne peux pas? Ah, c'est bon. Moi, quand tu m'appelles, je suis toujours là. Toi, je t'appelle une fois, tu ne peux pas. C'est bon, laisse tomber. Hein. Tu viendras me chercher quand tu as besoin. Hein. Non, mais je t'explique. Non, tu n'as rien à m'expliquer. Tu viendras me chercher quand tu as besoin. Juste la manière de parler, je viens de couper la relation avec mon meilleur ami qui m'a toujours rendu service. Mais moi, je veux que tu viennes dimanche. Mais je t'explique, dimanche, c'est l'anniversaire à ma grand-mère. Elle a 92 ans, je ne peux pas. Tu comprends? Bien, occupe-toi de ta grand-mère. Vous voyez le chacal? Ce n'est pas une demande, c'est une exigence. Si tu ne viens pas, avec moi, c'est terminé. Hein. C'est un professeur qui me racontait ça. Il me dit, j'arrive un lundi matin, écoutez bien, hein. Il me dit, je vois par exemple une élève, Nathalie, admettons. Il lui dit, ben Nathalie, tu m'as l'air triste aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah monsieur, en plus, vous me demandez si je suis triste. Ben oui, Nathalie, tu arrives le lundi, tu as le sourire et tout, tu as le soleil de la classe et tout. Ouais monsieur, mais vous avez vu la note que vous m'avez mise? La note que je t'ai mise? Ouais monsieur, vous m'avez mis 4. Mais tu as lu ton devoir, Nathalie? Oui d'accord, mais je suis la seule à avoir 4. Oui, le chacal, il voulait 14. S'il n'a pas 14, ce n'est pas sa faute à lui, hein. C'est la faute au prof. Et puis vous savez ce qui se passe? 2 jours après, à la sortie du lycée, le professeur rencontre la maman chacal. Alors la maman chacal, elle en rajoute une couche. Ouais, vous n'aimez pas ma fille. Hein. Au début de l'année, vous trouvez sympa et tout ça, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, mais vous avez vu les notes que vous lui mettez? Mais madame, j'ai mis 4 pour ne pas mettre 0. Heureusement que ce jour-là, le professeur n'est pas chacal. Parce que si vous mettez 2 chacals face à face, ça monte très vite. Hein. Vous savez comment ça finit, 2 chacals l'un face à l'autre? C'est « Oh, tu m'écoutes !» Et l'autre, il répond « Oui, je t'écoute !» Personne n'écoute. Et puis après, comme on ne peut pas crier plus fort, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, il faut que ça parte. Et ça finit souvent comme ça, les histoires de chacals. Donc, ah oui, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a un élève qui vient me voir, écoutez ça. Il vient me voir à la fin de la conférence, il dit, monsieur, j'ai la rage. Hein. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il dit, monsieur, avec tout ce que vous avez dit,
Ils m'insultent tous les jours. Et puis avec ce que vous avez dit là, en sortant, ils m'ont encore insulté. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors ils me disent des noms d'oiseaux, connards et tout ça. Je lui ai dit, écoute, si tu avais traité d'éléphant bleu, qu'est-ce que tu aurais dit? Il dit, monsieur, je ne suis pas un éléphant bleu. Hein. J'ai dit, t'es un connard? Il me dit, non, monsieur, je ne suis pas un connard. J'ai dit, il suffit que tu aies un chacal que tu croises, qui te dit un mot, effectivement, pas très élégant, plutôt vulgaire même, pour que toi, tu décides immédiatement de sortir et faire le crocodile avec lui là-bas dehors. Puis ce soir, il y a 2 mamans qui pleurent, il y en a un à l'hôpital, et puis demain, c'est la même musique, et puis après-demain. Je dis, mais non, tu vas le traiter autrement. Tu vas lui dire, petit chacal redoublant, qu'est-ce qui te manque? Tu ne connais pas les oreilles girafes, tu n'as pas jamais appris à parler girafe. Tu ferais bien d'apprendre, tu serais plus mignon. Hein. Mais moi, ce n'est pas parce que tu me traites de ci ou de là que moi, ça me passe au-dessus. Hein. Vous imaginez si à chaque fois que vous entendez un mot inélégant, vous allez réagir comme un chacal ou une girafe ou un crocodile. Voilà, vous vous battez tous les jours. Hein. Vous allez vous battre dans la rue, vous allez vous battre dans votre famille, tous les jours. Non, il faut lui dire, hé, petit chacal, qu'est-ce qui te manque? Tu as besoin de quoi? Je peux t'aider, petit chacal? Tu ferais bien de faire pousser tes oreilles girafes. Ça te fera du bien, je te jure, tu seras plus heureux. Hein. Je vous invite vraiment à faire ça. Hein. Il y a récemment, dans un lycée, il y en a un qui m'a dit, monsieur, au lycée, il y a des chacals ceinture noire. J'espère qu'il y a des girafes aussi, ceinture bleue. Et voyez, attention, ce qui est merveilleux chez le chacal, c'est qu'il peut se transformer et devenir meilleur. Hein. Je vous invite aussi à regarder sur les réseaux les troupeaux de chacals qui circulent. Sur les réseaux, alors là, sur les réseaux, il y en a des chacals. Hein. Je vous jure. Alors, dès ce soir, dès aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, je vous invite à voir quand est-ce que vous êtes ça et quand est-ce que vous êtes ça. Je vous jure, si vous en prenez conscience, même vos parents, ils vont trouver du changement. Hein. Dans la cour, sur un stade, avec vos profs avec vous. Vous avez le choix, soit vous êtes là et soit vous êtes là. Et vous savez, la bonne nouvelle que je veux vous apporter, s'il vous plaît, la bonne nouvelle que je veux vous apporter, qui est prouvée aujourd'hui, c'est que plus vous êtes girafe, plus vous avez d'amis, plus vous avez de relations et d'aide autour de vous, et plus vous réussissez professionnellement. Quelqu'un qui est chacal, professionnellement, il ne peut pas réussir. C'est prouvé aujourd'hui, ou il va réussir beaucoup moins bien. Donc, je vous invite vraiment à trouver cette attitude-là, à cultiver la langue de la girafe. Et plus vous le ferez, et plus vous serez heureux dans votre vie. Alors, je vais vous donner un exemple très concret de l'esprit girafe. Vous savez, un jour, il y avait une formation à la non-violence dans un lycée, s'il vous plaît. Encore un peu de temps. Il y avait une formation à la non-violence dans un lycée et il y avait, la formatrice est arrivée, il devait y avoir 15 élèves. Il en manquait un. Alors elle pose la question, elle dit pourquoi il y a un absent? Alors on lui dit, ouais madame, c'est Jean-Paul, il a quitté le lycée. Elle note. Elle s'est dit peut-être il y a des choses. À 4h30, il se passe un miracle. Avant de sortir. Il y a un élève qui lève le doigt, qui dit madame, moi je voudrais parler de Jean-Paul. On t'écoute? Il dit madame, on est interne. Et depuis le début de l'année, avec Jean-Paul, on n'a pas été cool. Moi, j'ai participé. C'est-à-dire, il est interne, madame, tous les soirs. Un soir, on lui vole son sac. Un soir, on lui cache son portable. Un soir, on lui coupe les lacets des chaussures. Un soir, on met du cirage dans le lit. Moi, j'ai participé, madame, c'est pas cool. C'est pour ça que Jean-Paul, il a quitté le lycée. Les autres, silence dans la salle, je ne vous dis pas. Un deuxième, un troisième, toi? L'autre, il dit, moi, madame, je n'ai pas participé. Il a dit, mais je sais tout ce qui s'est passé. Et moi aussi, je me sens coupable, responsable. Parce que j'aurais dû aider Jean-Paul et je ne l'ai pas fait. J'avais peur des autres. J'avais peur qu'on s'en prenne à moi. Il était 5h. La formatrice a dit, ça vous dirait qu'on reste une petite heure ensemble pour voir comment on peut régler le problème? Ils ont été d'accord, on a averti le proviseur, on a averti les parents. Ils se sont mis autour d'une table. Ils ont dit, on va trouver une réponse. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'écrire une lettre à Jean-Paul et à sa maman. Parce que Jean-Paul vivait seul avec sa maman et ça ne se passait pas très bien. Je vais vous lire cette lettre. Je n'ai pas changé une virgule. Elle est très courte, vous allez voir.
Mais vous allez voir leur intelligence. Il dit ceci, chère madame, cher Jean-Paul, la classe de Bac Pro voulait te dire quelque chose. Pour nous, ce que tu as subi n'était que de la simple rigolade, comme on le fait tous entre nous. On ne savait pas que ça te faisait autant de mal. C'est pour ça qu'on a eu une petite réunion de non-violence. Et on nous a raconté tout ce que tu éprouvais. La classe est désolée pour ce que tu subissais, mais maintenant il est trop tard pour revenir en arrière. C'est pour ça qu'à partir de ce moment, nous allons faire de notre mieux pour que tu puisses te sentir au meilleur, mais surtout passer ton examen dans les meilleures conditions. Tu peux revenir serein. Rien ne se passera comme avant. Comme ça, tu pourras dire à ta maman que ton calvaire est fini. Maintenant, il ne reste plus que 6 mois. On t'assure qu'ils se passeront bien. Sur ce, la classe te souhaite un bon retour parmi nous. 14 signatures. Ils sont allés acheter une enveloppe, ils ont demandé l'adresse, ils ont posté la lettre. Comme la secrétaire du proviseur était sympa, tous les matins, ils allaient la voir, lui dire « Madame, est-ce que la maman de Jean-Paul a répondu ?» Au bout de 8 jours, elle a appelé le proviseur. Au bout de 10 jours, Jean-Paul est revenu au lycée. J'ai été les voir, j'ai été les féliciter. Ils étaient étonnés. J'ai dit « Mais non, ne vous étonnez pas. » J'ai dit « Quand vous faites le mal, on vous le dit. » « Ouais, monsieur, ça, on nous le dit. » J'ai dit « Quand vous faites le bien aussi. » J'ai dit « Vous avez trouvé la plus belle des recettes pour régler les conflits. » Est-ce que dans cette histoire, il y a eu besoin d'un conseil de discipline? Non. Est-ce qu'il y a eu besoin d'exclure des élèves? Non. Est-ce qu'on a eu besoin de dénoncer un camarade? Est-ce que quelqu'un a dénoncé un camarade? Non, pas du tout. Moi, je parle pour moi. Toi, tu parles pour toi. Toi, tu parles pour toi. Chacun parle pour lui-même. J'ai dit, pas de problème. J'ai dit, vous avez trouvé la plus belle des recettes pour régler les conflits, quoi. Alors, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ouais, monsieur, maintenant, tout le monde est au courant. Et le proviseur, on va être tous punis. Hein. Ça n'a pas loupé. Le proviseur est arrivé 5 minutes après. Il est venu, il les a félicités. C'était incroyable. J'ai dit, ben voyez. J'ai dit, vous croyez qu'il y a quelqu'un ici qui aime mettre à la porte, etc. J'ai dit, vous avez trouvé la plus belle des manières pour régler le conflit. C'était fabuleux. Et pour finir l'histoire, d'ailleurs, je voudrais vous dire qu'à la fin de l'année, Jean-Paul, il a eu son bac. Ils sont devenus les meilleurs copains du monde. Et je pourrais vous raconter d'autres histoires où justement, ça finit très très mal. Parce que Jean-Paul, il est parti du lycée en disant, ça va mal finir et vous allez le regretter. Et très souvent, ça finit très mal, oui. Par des destins tragiques. Là, il s'en est bien tiré. Et les autres aussi. Ils sont devenus les meilleurs copains du monde. Alors, je ne vais pas m'étaler maintenant. On va aller plus vite. Je ne vais pas m'étaler sur des choses qu'on n'appelle pas violence, mais qui sont violences. Par exemple, le chômage, la précarité, la pauvreté, la faim dans le monde. Il y a un enfant de moins de 10 ans qui meurt de faim dans le monde ou des conséquences de la faim toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes dans le monde, il y a un enfant de moins de 10 ans. Est-ce que vous réalisez ça? Qui meurt de faim ou des conséquences de la faim. Si ça, ce n'est pas de la violence, mes amis, alors que sur Terre, il y aurait à manger pour tout le monde. Vous imaginez ça? C'est d'une violence terrible. L'alcool aussi, une violence terrible. Il y a des gens qui s'infligent de la violence à eux-mêmes. Vous connaissez ces mots automutilation? Il y a des gens qui se coupent la peau eux-mêmes. Alors il y a des fois la scarification. Je me coupe ici et puis après je mets mon jean. Alors il y en a qui me disent, ça veut dire quoi monsieur? Ça veut dire qu'on est fou? Pas du tout. Ça veut dire que je souffre tellement à l'intérieur parce que je ne suis pas aimé, je ne m'aime pas moi-même, je suis harcelé, on dit des choses sur moi sur les réseaux, j'ai le sentiment que je n'ai pas d'avenir. Je souffre tellement en moi-même que me couper la peau, ça ne me fait plus rien. Et alors je me coupe la peau. Vous imaginez couper sa peau, c'est ce qu'on a de plus cher. La peau, ce n'est pas un t-shirt. Hein. On ne change pas de peau comme de... Bref, mais je souffre tellement. Alors des fois, on me demande, et qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner ça, monsieur? Il faut... Non, j'ai dit, il faut peu de choses. Il suffit que vous trouviez, et qu'on soit tous les uns pour les autres, un peu girafes, pour aider ça. Si vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Et si on est tous girafes, un peu les uns pour les autres, il n'y aura plus jamais quelqu'un qui coupera sa peau, je vous jure. C'est prouvé aujourd'hui. Il faut que tous on soit un peu girafes. Que vous disiez à l'autre quand il est en bas, qui tombe, est-ce que je peux t'aider? Mais des fois, c'est juste l'écouter. Hein. Ce n'est pas un problème d'argent, de trucs, pas du tout. Il y a très peu de choses à donner. Juste un peu d'attention, un peu de bienveillance. Donc pensez-y à ça. Parce qu'on a tous besoin d'une girafe à côté de nous.
Alors, je ne vais pas m'étaler non plus. Je ne vais pas m'étaler non plus sur la violence que l'être humain fait subir aux animaux. On est très violent avec les animaux. On vit en barbare avec les animaux. Hein. On les élève dans des conditions industrielles incroyables, concentrés dans des pièces, c'est incroyable. Ce sont comme des machines à protéines. Et puis nous, on ne se pose pas de questions. Et puis l'homme aussi, il est très violent avec la planète. Hein. Le réchauffement climatique, vous en entendez parler, non? Ok. Alors des fois, on nous dit, ouais monsieur, mais le réchauffement climatique, d'abord, c'est 25 000 scientifiques du monde qui en parlent. Ce n'est pas des nains de jardin. Hein. 25 000. C'est les plus grands scientifiques du monde. Des fois, il y a des élèves qui me disent, ouais monsieur, mais c'est une histoire de 1 degré. Effectivement, quand tu as 38 de fièvre, déjà, tu n'es pas bien. Quand tu as 39, là, tu ne vas pas à l'école. Quand tu as 41, tu es en réanimation. Eh bien, la planète, elle est pareille. Aujourd'hui, elle n'est pas loin de la réanimation. Pourquoi? Parce que nous, on considère que la planète, c'est un réfrigérateur où on peut tout prendre, illimité, et de l'autre côté, on peut tout jeter. On fait ça. Je vais au magasin là-bas, j'achète un petit bol de riz qui est dans un sac en plastique, qui est mis dans du cellophane, qui lui-même est mis dans un autre sac en plastique, que je remets moi-même dans mon sac en plastique. Je rentre le soir chez moi, je jette 5 sacs en plastique qui vont aller dans la mer, dans les océans, qui vont tuer. Je suis responsable. Un sac plastique qui va me servir une fois et je jette. Un gobelet en plastique, ça met 400 ans à se dégrader dans la nature. Mais moi, j'en ai rien à foutre. J'en utilise 1, 2, 10. L'autre jour, j'étais en avion, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Le chef pilote, il m'expliquait qu'en avion, les gens, ils consomment 8 gobelets en plastique pendant 12 heures de vol. 8 gobelets en plastique par personne. Parce que vous prenez le verre d'eau au début, après vous mangez, il y a un autre gobelet en plastique, on vous le change encore, et puis après vous allez boire un verre d'eau derrière, il faut un autre gobelet en plastique, et puis après il y a le repas. On est irresponsable. Et avec ça, on pollue la terre entière. Ça et autre chose. Il y a une première réaction à avoir aujourd'hui dans le monde, si on voulait déjà un peu baisser tout ça, c'est ce que disent les scientifiques, c'est manger un peu moins de poisson, un peu moins de viande, parce que d'abord ça n'est pas nécessaire pour notre santé, mais en même temps, vous savez ce qui se passe, vous entendez parler de la déforestation. Vous savez pourquoi aujourd'hui, vous avez vu que l'Amazonie brûle? Vous avez entendu ça? Oui? Non? Mais c'est très grave pour nous, hein. Parce que les arbres, ce sont des climatiseurs naturels. Et nous, on est en train de les dévaster partout dans le monde. Aujourd'hui, l'acte le plus intelligent, c'est de planter des arbres. Je vois qu'il y en a quelques-uns par là, c'est tellement précieux. Mais nous, on déforeste. On coupe partout, en Amazonie et tout ça. Pourquoi on coupe? Vous savez pourquoi on coupe des arbres? Parce qu'il faut cultiver du soja. De plus en plus de soja. Et puis nous, en France, on en consomme beaucoup. Et pourquoi on en consomme beaucoup? Parce qu'il faut élever des animaux. Et pourquoi il faut élever des animaux? Parce qu'on nous apprend qu'il faut manger beaucoup de viande. Il faut vendre beaucoup de viande. Et on finit par être malade. Sachez qu'aujourd'hui, il y a 1500 nouveaux cas de cancer par jour. Et ça vient de quoi? De la qualité de l'eau que nous buvons, de la qualité de l'air que nous respirons, de la qualité de l'alimentation. Je voulais vous dire 2 choses qui vous concernent et qui nous concernent tous. Vous savez, on aime tous le sucre, d'accord? Il y a 30 ans, l'être humain, il consommait, écoutez bien, 3,5 kg de sucre par an. Vous savez combien on en consomme maintenant? 33 kg par an. Aux États-Unis, ils sont des fois à 50 kg par an. Forcément, ça provoque des épidémies d'obésité dans le monde. Forcément, tu es malade. Est-ce que vous savez que quand vous buvez une canette de coca, ça fait 12 sucres? Quand tu en bois 2, ça fait 24. Quand tu en bois 3, ça fait 36. Ton corps, il n'a pas besoin de ça. Et je voulais vous dire autre chose qui, moi, me met très en colère. Chut, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si vous étiez au courant, et si vos profs sont au courant d'ailleurs. C'est une étude qui vient d'être faite il y a 8 mois par les plus grands cardiologues de France. C'est les plus grands cardiologues. Hein. Ils ont fait une étude, ils ont comparé chez les jeunes de 9 à 16 ans, entre 1980 et 2016, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Qu'entre 1980 et 2016, les jeunes comme vous, une majorité a perdu 25% de sa capacité cardiovasculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1980, il fallait à un jeune comme vous 3 minutes pour courir 800 mètres. Maintenant, il faut 4 minutes et la majorité n'y arrive pas. Je fais 150 mètres et je suis asphyxié. Tous les professeurs d'éducation physique que j'ai pu voir, ils me disent c'est la vérité. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'avant, la puissance de mon moteur, le cœur, la puissance était comme ça.
Maintenant, c'est comme ça. Et si ça continue, eh bien, vous autres, à 30 ans, à 40 ans, vous serez obligés de prendre des médicaments pour le cœur. Qui est au courant de ça? Je me fais exempter pour le sport. Chut. J'ai pas compris que mon corps, chut. J'ai pas compris que mon corps, il a besoin de bouger 1 heure par jour. Et vous savez, je reste 5 heures par jour devant les écrans. Au bout de ma vie, ça fera 18 ans de télé. Et après, je m'étonne. Mon cœur, il travaille jamais, quoi. Il fait pas d'effort. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà brisé un de ses membres? Oui. Quand vous enlevez le plâtre, comment il est le muscle? Il est tout mou. Il faut le rééduquer. Eh bien, le cœur, c'est pareil. Si tu ne l'exerces jamais à l'effort, ben forcément, lui-même, il va s'atrophier, quoi. Et je deviens, après, au moindre effort, je suis essoufflé, je ne peux pas. Alors que c'est le moteur. Donc, je me fais exempter, je ne fais pas piscine, je ne fais pas sport. Et je passe. Vous savez, en Allemagne, comment ils appellent ça? Ça s'appelle la sédentarité. Je bouge de moins en moins. Ils disent la sédentarité, c'est la nouvelle cigarette. Les gens, ils ne fument plus, mais maintenant, ils sont 5 heures par jour, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, ils sont là devant et ils ne bougent plus. On ne fait plus de sport, on ne fait plus d'activité, etc. Bref, donc ce sont des formes de violence qui, moi, me mettent très en colère et je tenais vraiment à vous le dire aussi, quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été en colère? Qui n'a jamais été en colère? Ça veut dire que vous êtes tous en bonne santé parce que la colère, c'est la santé. La question, c'est... La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta colère? Qu'est-ce qu'elle va faire de toi? Est-ce que parce que je suis en colère, là, je prends une chaise et je commence à taper tout le monde? Est-ce que parce que je suis en colère... Est-ce que parce que je suis en colère, s'il vous plaît, est-ce que je sors? Est-ce que je casse tout dans les rues? Je brûle tout? Est-ce que... C'est pas très efficace. Hein. La colère, c'est comme l'électricité, vous voyez? Ça peut nous éclairer, mais si vous mettez 2 doigts dans une prise électrique, vous allez comprendre. Là, vous allez voir ce que c'est. C'est comme un voyant rouge sur le tableau de bord. Un jour, je vais vous raconter ça, c'est une histoire vraie que je n'ai jamais oubliée. Il y a un prisonnier qui m'a écrit. Il m'écrit une lettre. Il me dit, cher Jean-François, j'écoute beaucoup ta musique en prison. La musique, ça nous aide beaucoup. Il dit, moi, je suis condamné à 20 ans de prison. Il dit, mais même quand je sortirai, je me sentirai toujours en prison. Ça m'a touché. Je lui ai répondu, il m'a répondu, et un jour, j'ai demandé à aller le voir en prison. J'ai demandé un parloir. 20 ans de prison, vous imaginez, c'est quelqu'un qui a commis un acte que nul n'a le droit de commettre. Il a porté atteinte à la vie de quelqu'un d'autre. Personne n'a le droit de faire ça. Quand vous le voyez, jamais vous imaginez que c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Il est comme vous, comme nous. Pareil, les gens disent c'est des monstres. Pas du tout, il est comme nous. Je l'ai pris dans mes bras, on s'est salué, il avait les larmes aux yeux. Il me dit, tu sais, j'ai fait 2 erreurs. Ah bon? J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, d'abord, je voulais me sentir fort. Je voulais être sûr de moi. Je voulais ne craindre personne. Il dit, alors j'ai acheté une arme. Je l'avais toujours avec moi. Dans la voiture, elle était dans le vide-poche. Si quelqu'un m'emmerdait au feu rouge, je lui sortais le truc. Il avait intérêt à filer. J'allais le soir, je sortais, j'allais au restaurant, je l'avais ici. Il a dit, je croyais qu'elle allait me sauver la vie, c'est elle qui m'a ruiné. Effectivement, quand vous avez une arme avec vous, mais ça peut être un cutter aussi. Hein. Vous dites, avec un cutter, je ne sais plus. Vous croyez qu'il va vous sauver, très souvent, c'est lui qui vous ruine. J'ai dit, et ta deuxième erreur? Il m'a dit, ma deuxième erreur, c'est que j'étais pote avec un ami au lycée. On s'est retrouvés après, on a monté une entreprise ensemble. Il a dit, au début, c'était fantastique. On était comme 2 frères. Il a dit, après, un jour, je me suis rendu compte qu'il trichait. Il n'était pas clair. Un jour, je lui ai dit, il faut qu'on se parle d'homme à homme. Vous savez ce que ça veut dire d'homme à homme? De crocodile à crocodile. Il a dit un soir, mais je vous jure, c'était émouvant. Hein. Il dit un soir, j'en pouvais plus. Je lui ai donné rendez-vous au-dessus de la ville, à 20 heures quand il faisait nuit. On est arrivés chacun de notre côté. Il a dit, je l'attendais. Ce soir-là, je lui posais des questions, je lui sortais des papiers, je lui disais, et ça, t'as pas volé ça? C'est quoi ça? Et ça? Il répondait par des mensonges encore plus gros. Il a dit, à un moment donné, j'avais le sentiment qu'il me prenait pour un con.
Si je tirais pas, j'étais pas un homme. Si je tirais pas, je perdais mon honneur. Si je tirais pas, j'étais un lâche. J'ai sorti mon arme. 3 secondes. Je l'ai abattu. Il a dit, c'est drôle, quand tu abats ton ennemi, tout de suite, après l'avoir abattu, c'est plus ton ennemi. Il a dit, je suis rentré dans la voiture, j'ai mis la tête sur le volant, j'ai pleuré pendant 1 heure comme un enfant. Je ne me reconnaissais plus. Je venais de réaliser la catastrophe. Dans ce cas-là, vous montez du 1er étage au 3e. Il a dit, je sortais de temps en temps, j'allais le secouer pour voir si c'était un cauchemar ou la vérité. Il a dit, c'est incroyable, j'ai réalisé le truc. Je suis monté au 3e étage. Il a dit, je suis rentré chez moi à minuit, j'ai attendu la police jusqu'à 6 heures du matin. Il a dit, là, je suis 20 ans ici. Il dit, même quand je sortirai, tu vois, j'aurai toujours là, je ne peux pas me... 3 secondes. Si vous saviez le nombre de gens qui sont comme vous, hein, et qui sont en prison 20 ans, 25 ans pour les 3 secondes, mais c'est plein les prisons. Hein. Quand je raconte ça en prison, tous ils disent, c'est mon histoire. J'ai pété les plombs. Vous connaissez la phrase, c'était plus fort que moi. Vous connaissez la phrase, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment donné, j'explose. Et s'il n'y a personne pour te retenir, c'est bon, hein. T'es comme un bulldozer. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez quelqu'un autour de vous qui est en colère, sur un stade, dans la cour, même dans la rue, qu'est-ce qu'on fait si on est un tant soit peu intelligent? On le protège, on dit arrête, on se met à plusieurs. Arrête, calme-toi. Parce que si vous le laissez faire, c'est bon, hein. Là, pendant les 2 minutes, là, il va faire des ravages qu'il va regretter tout de suite après. Hein. Et ça peut être moi aussi. Hein. Moi, je vous invite, si ça m'arrive, à ce que vous disiez arrêtez, arrêtez, monsieur. Hein. Il faut se protéger, il faut. Tout à l'heure, si je sors, je vois 2 personnes qui se battent. Je peux très bien passer à côté en disant moi, ce n'est pas mon problème. Hein. Et j'ai raison d'avoir peur parce que ça peut être dangereux. Hein. Mais je peux au moins crier, appeler au secours. On peut être 10, 20, 30 à dire arrêtez, on crie. En non-violence, on apprend que si vous criez au feu, c'est plus efficace qu'au secours. Parce que même ceux qui se battent, ils entendent. Et je vais vous raconter un truc qui m'a vraiment ému. Récemment, j'étais dans une grande ville en France. Je sortais d'une conférence. J'ai entendu des cris à 2 rues de là. Je m'approche. Il y avait des filles qui étaient en cercle comme ça. Je mets ma tête, je regarde. Il y en avait 2 qui étaient dans le caniveau. Une, le nez qui saignait, je ne vous dis pas. Du sang partout. L'autre, la lèvre fendue, du sang partout. Je pose la question à une, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle me dit, monsieur, c'est une salope. Elle dit qu'elle a... Elle dit, écoutez ça, non, non. Elle dit qu'elle n'envoie pas les textos. Regardez, monsieur, les textos qu'elle envoie. Elle dit que c'est pas vrai. Elle dit, elle ment et tout ça, ça lui va bien. Ah, j'ai dit, mais là, c'est le SAMU maintenant. Il faut appeler l'hôpital, là. Vous savez ce que faisaient tous les autres? Okay. Donc, ça arrive à ma petite sœur, vous tous, vous filmez. Hein. Ça arrive à ta maman, nous, on filme. Ça arrive à ta grand-mère, nous, on filme. C'est un spectacle, c'est génial. Il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui est là pour dire stop. Oh. C'est insupportable. Non, non, on filme. C'est génial. Ça, c'est le paradis des crocodiles et des chacals. Avec ça, ne vous étonnez pas que le monde aille mal. Hein. Nous tous, on ne bouge plus. Il n'y a plus personne qui réagit. Quoi. Ça, c'est le paradis des chacals. C'est le paradis des crocodiles. Je peux au moins crier, appeler et dire ça suffit. Quoi. C'est insupportable. Moi, je filme. Donc, ma petite sœur, tu filmes, toi. Ta maman, je filme. Elle est en train de se faire ruiner, là. Ce soir, elle est à l'hôpital. Elle aura peut-être des choses qui seront irréparables. Peu importe. Nous, on est là, on est spectateurs. Vous avez envie de vivre dans ce monde-là, vous? Personne n'a envie de vivre dans ce monde-là. Alors, à nous de choisir. Je peux au moins choisir. Je peux être au moins une fois dans ma vie un peu girafe, quoi, et dire ça, c'est pas possible. Je vais terminer avec une histoire qui pour moi est un peu un sommet de la non-violence. C'est un sommet. Jamais personne ici ne sera confronté à ça et personne ici ne peut dire qu'il est capable de ça. C'était un jour à Washington, un soir à 3 heures du matin, la police vient frapper à la porte d'un appartement où une maman vivait seule avec son enfant de 13 ans. Écoutez bien ça, c'est un sommet de la non-violence. Personne ne peut dire qu'il est capable de faire ça. 3 heures du matin, police. Elle ouvre la porte, elle dit mais je suis affolée, j'attends mon enfant de 13 ans qui n'est pas encore rentré, j'ai averti toutes les polices de la ville. Elle apprend très vite que quelque chose de tragique est survenu. Son enfant de 13 ans vient d'être trouvé assassiné à 2 rues de là. Vous imaginez une maman qui apprend ça?
Je vous jure, le reptilien, il se met en route, tu as envie de sortir et de tuer le monde entier. On a tué mon enfant. Le matin, l'enquête commence, on arrête un suspect, il a 13 ans et demi. Il y a des caméras qui ont filmé, on a des indices, il y a des éléments de preuve. Il va donc y avoir un procès. 8 mois après, elle se rend au tribunal. Il est convoqué. Le juge demande, faites entrer l'accusé. Il rentre, il y a une vitre, il est derrière. Elle s'approche de la vitre, à 1 mètre de la vitre. Il baisse la tête, il pleure en sanglots. Le juge attend. On le laisse pleurer. Quand il lève la tête, la maman qui était devant lui lui dit « I will kill you. I will kill you. Je vais te tuer. Je te tuerai. » Elle va à sa place. Le procès a lieu, il est reconnu coupable. Il est du meurtre. Il est donc incarcéré. Elle demande l'adresse de la prison. Elle écrit au directeur. Elle demande un parloir. Le directeur reçoit ça, dit comment? La maman de la victime demande à venir voir à la prison l'assassin de son fils. Il en parle au détenu, il lui dit, ça te dirait que la maman du jeune vienne te voir? Elle lui dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il réunit son équipe, il donne l'autorisation de parloir. Il dit, on va voir. Pour la première fois, elle va le voir au parloir. Il y a une vitre, il y a un surveillant qui est là. Il arrive, il a les larmes aux yeux. Silence pendant un bout de temps. Et puis elle lui dit, ton père est venu te voir? Je n'ai pas de père. Ta mère est venue te voir? Je ne connais pas ma mère. Quelqu'un est venu te voir depuis 6 mois que tu es là? Vous êtes la première personne, je vous en remercie. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est comment la vie en prison? Il dit, c'est l'enfer. Pourquoi? On est 4 dans la cellule. Et alors? Je m'endors toutes les nuits à 4 heures du matin. J'ai peur qu'on me fasse ce que j'ai fait à votre fils. L'enfer. En partant, elle donne 5 dollars au surveillant pour qu'il puisse acheter à manger. Il disait qu'il mangeait très mal. Et souvent dans les prisons, on mange très mal. Ça te dit que je vienne te revoir? Tous les mois, elle va le voir. Elle lui dit, fais du sport, hein, autrement tu meurs ici. Hein. Fais du sport 3 heures par jour, hein, occupe-toi de ton corps, tu seras mieux. Et puis tu veux étudier, tu as du temps maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Il voulait apprendre le français, l'espagnol. Elle lui donne des cours, elle lui amène des DVD, des trucs, des livres, etc. Toute sa détention, elle va le voir tous les mois, elle n'a pas loupé un parloir. Au bout de plusieurs années, elle lui dit, tu sais que le 4 avril, tu es libéré. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, c'est une autre vie maintenant, je vais travailler, vous m'avez beaucoup aidé. Je voudrais savoir vous remercier. Je voudrais travailler, c'est une autre vie. Tu sais où tu vas aller dormir? Ça te dirait que je t'héberge? 7 ou 8 mois si tu veux. Ouais. Le jour de sa libération, elle va l'attendre. Il a son petit sac, elle l'amène chez elle. Elle lui montre la mezzanine, elle lui dit, voilà, tu dormiras là-bas. Le matin, tu descends boire le café. Il commence à vivre comme ça. Puis elle se rend compte que dans la journée, il est cloîtré dans sa chambre. Elle lui dit, tu sors pas? Il dit, non, mais j'ai tellement peur de remarcher dans cette ville où j'ai commis ce acte que je ne peux pas me pardonner. Il faut que tu sortes, il faut que tu bouges. Hein. Tu ne vas pas rester enfermé dans la chambre. Hein. Tu as envie de travailler, tu as dit. Oui. Elle appelle son ami, il avait des hangars, il cherchait quelqu'un pour sa logistique. Elle le fait embaucher. Il dit, ça ne te dirait pas, prends-le au tiers-temps. Prends-le, tu verras bien. Quelques semaines après, elle appelle son ami, il dit, alors? Elle me dit, il est génial. Quel mec tu m'as envoyé? Fantastique. Ah, ça c'est un mec. S'il veut, là, je l'embauche. Il sera responsable de toute ma logistique. Elle était heureuse. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au bout de 8 mois, elle lui dit, tu sais que notre contrat se termine dimanche? Ouais. Elle dit, alors dimanche matin, je vais te voir dans mon salon. Dimanche matin, il vient dans son salon. Il s'assied. Elle lui dit, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit au tribunal? Do you remember what I told you? Il dit, ouais, je me souviens. Qu'est-ce que je t'ai dit au tribunal? Ben, vous aviez dit que vous alliez me tuer. Et alors je viens de le faire. Il dit, je voulais empêcher à tout prix que le garçon qui a tué mon fils reste vivant sur cette terre. C'est pour ça que j'ai commencé à venir te voir. Je t'ai aidé. Je t'ai trouvé du travail, je t'ai hébergé. De cette manière, j'ai commencé à te transformer. Et ce garçon que tu as été à 13 ans et demi, celui qui a tué mon fils, il n'existe plus. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Et là, je peux vous dire que les neurones miroirs, elles fonctionnaient. Hein. Elle dit, aujourd'hui, tu es libre.
Tu as gagné ma confiance, tu te rends compte? Et comme mon fils n'est plus là, mon fils que j'adorais tant, et qui ne sera jamais plus là, son assassin non plus n'est plus là. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors elle lui dit, je vais te demander, si tu veux, je te donnerai la chambre qui est plus grande là-bas. Puis mon ami veut t'embaucher à plein temps. Il a accepté le logement. Il a accepté le travail. Vous savez ce qui s'est passé quelques mois après? Elle lui a proposé de l'adopter. Elle est devenue la maman qu'il n'avait jamais connue. Il est devenu son fils. Vous devez vous dire, vous êtes tombé sur la folle du coin, hein, vous avez le droit. Toutes les opinions sont acceptables. Je voulais juste que vous sachiez qu'avec l'ordinateur humain, on peut inventer ça. Est-ce que vous croyez, juste une question, que cet enfant qu'il a été à 13 ans et demi, c'était déjà un gros salopard? Pas de père, pas de mère, vivant dans une grande ville. Comment tu fais pour dormir, pour manger? Tu voles, La drogue, l'alcool, la prostitution, allez savoir, comment tu fais pour vivre? Et puis un jour, il a dû rencontrer ce gamin qui était là comme lui, il a dû lui demander 5 dollars, mais bon, si tu me demandes de te prêter 5 dollars et que je peux te les prêter, je te les prête. Si tu me raquettes, ça ne va pas marcher, hein, parce que se faire raqueter, c'est humiliant. Hein. Personne n'a envie de se faire raqueter. Hein. Puis il a dû lui dire, give me 5 dollars. Puis l'autre a dû dire, non, oh, arrête, stop. Et puis il a dû lui donner un coup, quoi. Et puis l'autre, il se rebiffe. Et puis je sors un cutter. Et puis 3 secondes, c'est bon. J'ai tué quelqu'un, 3 secondes. Sauf qu'il a trouvé une femme qui lui a dit, tu as fait une erreur, mais tu n'es pas ton erreur. Tu as commis une faute très grave, mais tu n'es pas irrécupérable. Tu as fait une grosse connerie, mais tu peux te réparer. Il est devenu celui qu'il était vraiment, c'est-à-dire un mec bien. Il a fait un chemin lui aussi. Hein. Il n'a pas dit non, mais votre fils, c'est lui qui a cherché. Pas du tout. Hein. Vous vous souvenez le premier jour au tribunal? Il baisse la tête, il pleure. C'est une manière de demander pardonne-moi très sincèrement. Excuse-moi, j'ai vraiment été un gros con, quoi. J'ai vraiment agi comme jamais j'aurais. 3 secondes. Je voulais juste que vous sachiez qu'avec l'ordinateur humain, on a tout ce qu'il faut pour réagir comme ça. Bien sûr, elle aurait pu réagir autrement. Vous pourriez dire moi, j'aurais fait autre chose. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, c'est un sommet de la non-violence. Elle était formée à la non-violence. Mais avec notre ordinateur humain, on est capable de ça. Je vous remercie pour votre écoute. On va pouvoir échanger un peu si vous le voulez.